Bonjour à tous, je suis Jérôme Dumaine, je viens d'une entreprise qui s'appelle Cognizant. Vous allez vous en rendre compte par mon accent, bien que je sois français, ça fait 30 ans que je vis aux États-Unis. Et donc, je parle français avec un accent anglais, je suis tout à fait au courant. Et je m'en excuse. Et de temps en temps, les mots qui viennent sont plus naturellement anglais qu'ils ne sont français. Je m'en excuse aussi à l'avance. Je suis depuis le 1er janvier le responsable des activités Banking and Financial Services pour Cognizant. Je remercie France Postmarché de son partnership avec nous. Et je suis très content de vous parler de l'historique de T+1 aux États-Unis. Pascal en a rappelé certains éléments. Alors, je vais vous en... Hop, non, je me suis trompé. Voilà, merci. Le premier slide qui devrait être là, c'est un slide qui parle de cette historique. Ce que mes collègues ne s'étaient pas rendu compte, c'est qu'en fait, en 1999, en 2000, j'ai participé au premier business case qui avait été fait aux États-Unis, qui a été lancé par une organisation qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelle JSTPR, et qui avait fait un business case pour aller à T+1. Ce business case, en fait, et je pense qu'on va parler beaucoup de business case aujourd'hui, enfin de temps en temps. Je peux vous dire que comme étant un des cabinets, j'étais avec Accenture à ce moment-là, qui a travaillé pour le faire. C'était plutôt un business case c'était un problème qui cherchait un business case, une solution qui cherchait un business case. Et il a fallu, comme on dirait en anglais, fudge un petit peu les résultats pour faire dire au business case ce qu'on voulait qu'ils disent. Notamment, c'était très difficile pour le buy side. Et le rapport existe toujours, c'est très intéressant, on peut le retrouver, il existe, et il a une information qui est toujours relevante, je pense. En fait, il y a... à la conclusion de ce business case, c'était très clair que l'industrie n'allait pas le supporter, mais il fallait trouver une raison pour ne pas le faire. La raison, malheureusement, elle est arrivée avec les événements du 11 septembre, qui a permis de dire bon, on va abandonner l'objectif T+1 à ce moment-là. Le deuxième passage, c'est T+2 aux États-Unis, qui effectivement est un des rares moments où les États-Unis ont suivi les Européens, qui s'est très très bien passé et qui en fait était quelque chose de relativement facile à faire. Je pense que naïvement, aux États-Unis, il y a cet aspect très libéral de l'économie en disant et vertueux des industriels. La SEC pensait que les Américains allaient profiter du passage de D+2 pour faire des changements radicaux de leur système de back-office, ce qui ne s'est en fait pas passé. Et ce qui s'est illustré au moment du Covid, où effectivement certaines grandes banques américaines se sont trouvées devant des problèmes liés au fait que les gens ne travaillaient plus ensemble et qu'il y avait plus ce fameux handshake entre le middle office et les opérations. Et ça a marché, mais pour certaines banques, je peux vous assurer que ça a été très problématique, surtout dans les premiers mois. Et puis après, il y a les affaires dont Pascal nous a rappelé, l'affaire GameStop, etc. DTCC, qui était un des acteurs essentiels dans le premier effort du business case proposé par JSTPR, a proposé à ce moment-là de revenir à la charge avec T+1 pour enlever du risque et en disant voilà, ça va être une façon de pousser ces grandes banques à finalement transformer leur système de back-office et d'enlever toutes les lignes de code en Fortran qui existaient toujours à ce moment-là et éviter tous ces problèmes opérationnels à la fin de la journée. J'avais l'occasion à ce moment-là d'animer un groupe qui se réunissait tous les trimestres à New York, qui avait des acteurs de l'IT et des acteurs de l'opération de toutes les grandes banques du secteur de marché à New York, et qui nous disait à ce moment-là, pour nous, T+1, c'est pas un problème, l'IT est prêt, c'est un problème opérationnel. Quand vous parlez aux opérations, ils vous disaient non, pour nous, il n'y a pas de problème, c'est juste un problème IT. Et en fait, c'était un problème entre les deux. Et quand le mandat a été finalement lancé après 2022, en fait, il y a eu énormément de changements qui n'ont pas été publiés, mais il y a énormément de changements. Et nous, Cognizant, on nous a demandé beaucoup de développeurs, surtout des Java développeurs, pour faire les changements qu'il fallait faire au niveau de l'IT. L'autre chose dont on nous a beaucoup demandé, c'est de travailler sur les conditions de test
entre les opérations et l'IT et les conditions de test au niveau street-wide, hein, c'est-à-dire au niveau de l'écosystème en général. Alors j'étais à New York la semaine dernière. Le sentiment, c'est que tout va bien se passer. Il y a un petit souci parce que DTCC a publié récemment que les same-day matching, ils n'en sont toujours pas à 100%, ils en sont en fait relativement loin, parce qu'ils sont entre 85 et 90%. Donc il y a quand même une attente que dans les premiers jours ou les premiers mois après T+1, va y avoir une reconnaissance des fails. Donc il y a des activités, il y a des process qui sont mis en place pour justement traiter ça. Mais c'est probablement une des choses qui va se passer. C'est lequel bouton que j'appuie? C'est celui-là? Ah, voilà. Alors, Pascal a rappelé les principales raisons, au moins avouées, pour passer au T+1, réduire le risque. Ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, il semble que si vous essayez de réduire le risque, je dirais le risque lié au crédit, vous augmentez au moins temporairement le risque lié au settlement. Hein, et c'est ce que tout le monde attend immédiatement. Améliorer l'efficacité opérationnelle, ça c'est très important. Encore une fois, aux États-Unis, ça a probablement été la raison majeure, le fait que la SEC, DTCC et autres ont vu ce qui se passait autour de Covid, ont vu ce qui se passait au niveau de GameStop et ont décidé qu'il fallait quand même arrêter. Et puis renforcer l'attractivité et la compétitivité. Alors, dans le marché américain, il n'y a pas vraiment d'attractivité et de compétitivité parce que, comme Pascal l'a rappelé, il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Mais effectivement, c'est quelque chose qui a été aussi présenté. Mon expérience et l'expérience des gens avec qui je parle quand je suis aux États-Unis, c'est effectivement quels sont les impacts et quelles sont les choses qui vaut la peine de préparer aujourd'hui si on pense. Et encore une fois, la décision n'est pas prise, mais je pense qu'il faut quand même penser à certains impacts. Alors clairement, je vous ai rappelé ces discussions où les opérationnels me disaient non, c'est un problème IT, et les gens de l'IT me disaient non, c'est un problème opérationnel. En fait, c'est un problème qui touche l'IT et l'opération. Et c'est probablement, et ça s'est vraiment passé, un moment où, pour passer de T+2 à T+1, il faut vraiment que IT et opération travaillent ensemble de façon très close, très rapprochée. L'impact sur les systèmes de traitement, tout à fait. Hein, encore une fois, il a fallu enlever plein de dépendances sur des batchs. Il a fallu faire de très gros efforts sur la donnée. Et il a fallu surtout utiliser des solutions qui n'existaient pas en 2000 ou en 1999, c'est-à-dire ces systèmes qui permettent de l'orchestration de process, hein, de workflows, en temps réel, en fonction de données d'alerte qui peuvent indiquer, qui peuvent démontrer que certaines trades vont être des problèmes et donc focaliser les gens dessus. Donc beaucoup de travail sur la data en amont. Ça a été un sujet en fait très important. Vraiment, quand vous sortiez de cette discussion, non c'est un problème IT, non c'est un problème opérationnel, les vrais problèmes, ça a été les problèmes de la data. Et enfin, il y a effectivement des sociétés qui se sont posées... Enfin, il y a eu toute une discussion sur l'écosystème qui s'est passée en deux temps. D'abord, est-ce que le marché lui-même avait tous les mécanismes d'infrastructure partagés qui permettaient d'avancer la solution, notamment les problèmes de CMD matching. Et après, il y a un certain nombre d'acteurs qui se sont dit, voilà, nous, T+1, c'est la goutte qui fait déborder le vase, on ne veut plus être propriétaire de notre IT, et on va chercher des acteurs, des éditeurs de software ou des acteurs qui sont prêts à mettre en place une plateforme partagée, et on va arrêter de maintenir nos propres plateformes parce que l'évolution, la maintenance, etc., coûte trop cher et on préférait partager ça ensemble. Alors ça ne s'est pas passé au niveau des grands groupes, mais je peux dire qu'on a un certain nombre d'interlocuteurs aux États-Unis que je qualifierais de second tier, qui ont effectivement pris une décision à ce moment-là d'abandonner leur système et de choisir une offre de plateforme. On pourrait citer des noms, mais effectivement, cette décision que pour les produits de flux,
il n'y a plus du tout d'intérêt économique, d'intérêt commercial à posséder son back-office, surtout quand on est une petite société, et que donc c'est mieux de partager ça. Voilà. Je ne veux pas prendre plus de temps. Je suis très content d'être là. Merci à France Post Marché de nous donner cette occasion. Et puis, bonne conférence. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, Jérôme.